Une présélection est organisée. Le centre compte aussi sur un scouting à l'année. On a déjà des coachs présents dans le club sur l'association qui nous repèrent un peu les jeunes qu'ils ont pu jouer, contre qui ils ont pu jouer le week-end. C'est pour ça que derrière, on peut se permettre de faire une sélection sur CV. Il y a quelques années, on le faisait en porte ouverte et on se retrouvait avec beaucoup de jeunes. Donc là, on veut juste faire un pseudo-écrémage. C'est le seul qui peut s'entraîner. Les autres ne peuvent pas. Il est de Montpellier, le gamin, il habite Montpellier. Ouais, l'espagnol, mais l'espagnol, tu le fais pas remonter, c'est pas au-dessus. Parfois, il est difficile de centraliser tous les joueurs, comme c'est le cas à Levallois. C'est d'ailleurs pour cela que le centre essaie d'intégrer un maximum de jeunes originaires de la région parisienne. Quoi qu'il en soit, ils doivent rapidement savoir se prendre en main. Nous, on a une structure qui n'est pas la même que tout le monde, où c'est pas un hébergement global pour tout le monde. Donc, ils sont dans un appartement, dans des appartements, où en fait, petit à petit, ils sont quand même très vite amenés à devoir être autonomes. La tendance devrait vite changer. D'ici 2020, avec la fusion entre Levallois et Boulogne, le club travaille sur une unité de lieu pour l'établissement scolaire et le lieu de vie. Alain Weiss, le coordinateur du projet, affirme la volonté du club de faire du centre de formation une priorité. En revanche, dans une large majorité des clubs français, ils sont encadrés à 100%, logés dans des structures adéquates, comme c'est le cas à Chalon-sur-Saône. Tout est à 5 minutes, donc du coup c'est beaucoup plus pratique. Nous on fait tout à pied et puis du coup quand tu vas même quand tu sors de cours pour aller à la salle, t'es pas obligé de prendre le tram, t'es pas obligé de prendre le bus, t'as juste à marcher, t'as un parc qui coupe la salle et l'internat et après c'est fini. Des jeunes entre 15 et 21 ans qui parfois se retrouvent à des centaines de kilomètres de chez eux et de leur famille. Un dépaysement pas simple à gérer du côté des joueurs mais aussi des centres. Selon une étude de la Fédération française de football, près de 70% des joueurs espagnols deviennent professionnels à l'issue de leur formation lorsque le centre est à moins de 50 km du lieu de naissance. 71% pour le Royaume-Uni, quasiment la moitié pour les Italiens et 40% en France. Impossible d'affirmer que ces chiffres seraient les mêmes dans le basket. En revanche, la distance est un élément important dans la formation. C'est compliqué, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont très bien suivis. On a bien sûr des entretiens avec un psychologue. De temps en temps, cette psychologue nous interpelle. En disant attention à peut-être tel jeune, attention d'ailleurs au choc culturel de la ville, du manque des parents, des fois de la barrière de la langue. Donc on fait très attention à ça. Une autre facette primordiale du recrutement, le niveau scolaire. Que ce soit à Chalon ou à Levallois, le bac est obligatoire et les candidats sont jugés sur leurs résultats. Primordial pour le club, mais également pour les joueurs. Pour moi, c'était que le basket, quoi. À l'école, j'y allais, mais j'étais vraiment focus que sur le basket. Ça m'arrivait même de sécher les cours pour aller à la salle, quoi. De mentir au coach. C'est pas un très bon exemple, mais bon. Mais ouais, ça m'arrivait de faire ça. Mais M. Collin, il était toujours derrière nous et franchement, je suis content parce que je peux dire qu'au moins j'ai mon bac, quoi. Il y a un chargé scolaire ici, vie quotidienne aussi pour les jeunes, que ce soit cadet, mime et espoir. Monsieur Essel, et il m'a vraiment pris sous le coude pour dire voilà, moi je suis là. Si tu dois louper des entraînements parce que ta révision de bac, tu loupes, c'est pas grave. C'est l'année, elle est importante, cette année est importante. Donc il était vraiment là à checker chaque fois les notes, les retards, à nous gérer sur ça pour qu'on ait quelqu'un derrière le dos vu qu'on appuie nos parents forcément. Une large majorité des jeunes en centre de formation ne signeront pas de contrat professionnel à la fin du cursus. La LNB a instauré un rassemblement pour les aider. Pour tous ceux qui n'ont pas signé, on invite des scouts et des gens qui détectent les joueurs. Et à la sortie de ces stages, il y a toujours des contrats signés en plus pour pouvoir, soit en national d'ailleurs, de 1, soit en Pro B, quelquefois en JP Elite. Donc on va jusqu'au bout du raisonnement. Le salaire moyen, 34 000 € annuels bruts pour l'élite. Le maximum exigé par la Ligue, un peu plus de 20 000 à l'année. 15 joueurs ont signé leur premier contrat professionnel cette saison en JP Elite, 17 en Pro B sur un peu moins de 300 jeunes. Parmi eux, Beurst à Strasbourg, Briquier à Lasvel, Ice à Cholet, Braquet à Pau ou encore Pensée à Nanterre. Des noms que vous avez déjà certainement entendus, qui étaient tous encore espoirs la saison dernière.
Messieurs, pour cette première partie de ce dossier, alors une première question, et je m'adresse à toi Stephen, parce que tu connais bien les centres de formation, tu es passé par Cholet. Tu vas pas parler de l'école? Bah, non, pas tout de suite. Non, mais je vais t'interroger après quand même sur l'école. Il paraît que c'est un peu touchy. Est-ce que ce système, selon toi, qui est propre pas que à la France d'ailleurs, le système de détection, de scouting à l'année, est-ce que ça fonctionne bien? Je pense qu'il fonctionne bien. Moi, j'ai l'expérience de Cholet, notamment de Jean-François Martin, qu'on verra sûrement dans la deuxième ou troisième partie de ton enquête. Cholet, à l'habitude, a été les pionniers d'aller dans les dom-toms pour aller chercher des jeunes enfants. On sait que là-bas, il y a des viviers incroyables et tous les garçons draftés de Cholet, Michael Gélabal, Kevin Séraphin, Rudy Gobert, ils viennent de là-bas. Je pense que le système de détection et de scouting, il est efficace dans nos centres de formation, même si on a peut-être des petites lacunes parce que les pays autour aujourd'hui se spécialise dans l'Afrique. Il y a le continent africain aussi où il y a un énorme vivier pour accueillir des joueurs et je pense qu'on a encore un petit peu de retard là-dessus, mais tout ce qui est dom-tom et tout ça, on est très très bon. Toi Fred, tu es passé par l'INSEP, hein, Oui. alors on n'en parle pas du tout volontairement dans ce sujet parce que c'est encore un autre fonctionnement. Complètement. On l'aura l'occasion Pas toi du tout, Pauline, merci. peut-être d'en parler. Comment ça s'est passé toi, ton recrutement à l'INSEP justement? Ben moi, j'étais passé par la formation fédérale, j'allais dire. Je suis passé par le Krebs de Nancy. Et à partir du moment où j'étais au Krebs de Nancy, j'étais vu et possiblement vu. Donc à partir de là, on m'a proposé d'aller à l'INSEP tout simplement. Et pour revenir sur la détection de Fred et la mienne, moi j'ai jamais joué en cadet France de toute ma vie, ni en minime France de toute ma vie. Je jouais dans un petit club à Annecy, en excellence départementale surclassé senior. Moi, dans un village de 1500 habitants. Alors, et en cadet départemental, et j'ai réussi à me retrouver à Cholet Basket. Donc ça veut dire qu'il y a Comment quand même, comment aussi? C'est la preuve que ça marche, oui. c'est la preuve que ça marche. C'est toi qui as été approché du coup? C'est moi qui ai été approché, mon frère qui était à une fac de sport avec le directeur du centre de formation à l'époque de Cholet, Jacques Cattel, qui ont discuté ensemble. Ils m'ont fait venir faire un essai et ils m'ont attrapé. Mais la différence avec l'INSEP, pour moi, c'est mon CTR qui est venu me chercher à la maison, qui m'a proposé de venir. Après, j'ai le DTN qui m'a contacté directement pour venir. Enfin voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes bases de formation. Pauline, on a compris désormais comment fonctionnait le système de détection à la française. On découvre désormais la deuxième partie de ton enquête. Cette fois-ci, tu nous exposes les dangers, les dysfonctionnements de ce système. On en parle juste après. En NBA, 9 qui participent au quart de finale de l'Euroleague cette saison. Les joueurs formés en France sont présents dans les plus grands clubs. Mais si la formation semble être une priorité pour l'ensemble des clubs de Jeep Elite, pour la LNB ou encore pour la fédération, dans les faits, la réalité est un peu différente. À commencer par les budgets. Plusieurs subventions sont allouées par les collectivités, les régions, les communes ou la LNB. Le budget moyen en France, 400 000 €, 800 000 pour le plus important. En ce qui concerne les Metropolitans 92, 380 000 pour cette saison, 582 du côté de la Bourgogne et 500 à Cholet. Problème, selon nos informations, cette somme pourrait être utilisée sur l'équipe professionnelle. Une méthode bien connue mais totalement illégale. Nous avons rencontré l'un des acteurs de la formation française qui a passé près de 20 ans dans différents clubs. Dans le milieu, on sait tous que de toute façon, sur une partie des subventions qui sont allouées au centre de formation ne sont pas dans la totalité destinées au centre de formation. Ces sommes pourraient être utilisées pour payer une partie des salaires de joueurs de l'équipe première ou encore pour étoffer le staff technique. Autre dysfonctionnement régulièrement évoqué, le manque de temps de jeu. La LNB oblige les équipes professionnelles à présenter 4 joueurs formés localement sur les feuilles de match, mais aucune réglementation ne les oblige à faire jouer ces JFL. Le problème, en France, le joueur de basket est considéré jeune jusqu'à 25 ans. On va dans les pays étrangers, dans les pays pas très loin de chez nous. En fait, déjà à 23-24 ans, il est considéré comme un joueur entre guillemets majeur. Et pourquoi pas protéger un peu les ligues Pro B, LM1, pour que des jeunes de 18, 19, 20 ans évoluent à ces niveaux-là. Là, on met des joueurs étrangers sur ces niveaux-là. Ça bouche l'évolution, l'éclosion de ces jeunes. Il y a des choses qui se passent qui, pour moi, sont des signes d'alerte. C'est de voir des jeunes joueurs qui préfèrent quitter leur club formateur pour aller en Yougoslavie parce qu'on va les faire jouer. C'est de voir peut-être des jeunes qui sortent du centre fédéral et qui préfèrent aller aux États-Unis parce qu'ils ont des échos négatifs du parcours du jeune en basket pro. On arrête de me le raconter, on ne fait pas la place aux jeunes suffisamment. Et on perd beaucoup à ne pas jouer et à jouer ce jeu-là.
La LNB, en lien avec la Fédération française de basket, met en place une incitation financière censée pousser les coachs, les dirigeants, à faire jouer davantage la jeunesse. C'est pour ça qu'on a mis en place ces incitations, que les coachs soient amenés à réfléchir 2 minutes en disant, parce qu'ils ne sont pas tous le même raisonnement, on va dire, hein, bon, de donner 2 ou 3 minutes de plus ou 4 minutes de plus à tel ou tel jeune. Le basket français n'a pas de moyens. C'est une incohérence de dire qu'on va payer les clubs pour qu'ils fassent jouer les jeunes. Non, faites jouer les jeunes et demain vous aurez des moyens. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs de joueurs qui vont prendre le risque de se dire bon, il n'est pas prêt mais ça fait rien, on va gagner de l'argent. Nous, ce qui nous importe, c'est d'abord de gagner des matchs et quand le joueur est prêt, s'il peut nous servir, entre guillemets, ou apporter une plus-value au groupe, on le fera jouer. Difficile de citer plus de 10 espoirs utilisés régulièrement dans le championnat. En revanche, des joueurs qui sortent tout juste de centre ont quand même de la visibilité, à l'instar de Kylian Ice, 19 minutes de jeu en moyenne, un deal de départ établi entre le club et son agent, ou encore Maxime Ross à Levallois avec 23 minutes, 17 pour Etienne K à Chalon et Malédon à Lasvel. Le club de Saône-et-Loire s'est justement retrouvé confronté à de nombreux blessés lors d'un match contre Lasvel en mars. Pas d'autre choix donc pour Jean-Denis Choulet que d'aligner de très jeunes joueurs, et pour lui le constat est désolant à cause de l'arbitrage. On veut mettre des joueurs français sur le terrain, en particulier s'ils sont jeunes, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et ils sont sanctionnés systématiquement, ils sont ciblés par l'arbitrage. Qu'on ne dise pas que c'est pas vrai. Maintenant, en fin de match, dans les matchs compliqués, vous savez jamais comment faire. Parce que vous allez rentrer le joueur, vous allez lui demander de poser un écran, il va poser un écran, prendre fausse offensive. Vous savez jamais comment faire. Donc moi, ça me gêne ça. Alors voilà pourquoi, moi je vous dis honnêtement, voilà pourquoi quelquefois on met moins souvent des jeunes joueurs que des joueurs confirmés. Mais pour jouer à très haut niveau, il faut que les jeunes qui sont en pleine croissance soient prêts physiquement. Ce qui n'est pas toujours le cas selon Herman Kunter, qui revient sur le cas Rodrigue Beaubois, formé à Cholet et drafté en 2009. Il voulait tout de suite être drafté et il a eu encore un an. Il pouvait attendre encore un an. J'ai dit, tu attends encore un an. Il a joué 22 minutes de moyenne, je crois, avec nous. Il peut attendre. Il n'a pas fait ça. Et puis, première saison, 2 fois blessé. Les jeunes sont très impatients par rapport à... Ils veulent jouer très vite, ils ne sont pas forcément prêts. Moi, je compare souvent, même si ce n'est pas le même niveau, on a souvent la comparaison avec les universités et les États-Unis. Et le système américain forme les joueurs de 18 à 22 ans et ils sont pros à partir de 22 ans. Bon, c'est pour la NBA, certes, mais quand les joueurs viennent en Europe, ils ont minimum 22 ans. Pourquoi en France, les joueurs de 18-19 sont ultra impatients pour jouer vite au haut niveau? Cette impatience-là, il faut réussir à la pondérer. Il faut réussir à expliquer aux garçon que la vitesse à laquelle il va réussir, on ne peut pas le maîtriser. La seule chose que lui, il peut maîtriser, c'est sa qualité d'entraînement, son investissement au quotidien. Si ça doit aller plus vite, personne ne va le freiner. C'est-à-dire que les clubs et nous, les coachs, tant mieux si un garçon va plus vite que prévu. Mais qu'en tout état de cause, pour la plupart, il va falloir plus de temps que ça. Dernier constat, les joueurs formés en France continuent d'avoir une réputation de joueurs très athlétiques, mais qui manquent de savoir-faire sur le parquet. On est injustement regardé de la part des autres coachs européens. On n'a pas encore un crédit suffisamment élevé de mon point de vue. Notre basket, il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, moi je pense qu'il faut mettre en avant ça. J'ai dit il n'y a pas longtemps que je pensais tout à fait qu'on pouvait être les États-Unis d'Europe, dans la mesure où on a quasiment le même potentiel athlétique. Et on a autour de nous plein de nations qui doivent nous permettre de prendre des repères et de se dire, sur le plan technique, on est en mesure d'aller chercher ces niveaux-là. Malgré tout, les équipes de jeunes performent en compétition internationale. L'an passé, les U18 ont remporté la médaille de bronze lors de l'Euro. Sur 12 joueurs, 2 sont issus de la formation du Mans, 3 de Cholet et 1 de Gravelines. Du côté des U17, ils ont terminé 2e au mondial. Là aussi, la formation en centre est bien représentée. 2 de Lasvel, 2 du Mans, 1 de Cholet et 1 de Nanterre. Parmi eux, Casalon, Ice ou encore Malédon, qui fait des étincelles cette saison en championnat et en Eurocup, et qui jouera à seulement 18 ans l'Euroleague l'année prochaine.
Et voilà, donc les différents dysfonctionnements dont on a pu parler dans cette deuxième partie de dossier. Il y a autre chose que j'aimerais évoquer avec vous, qu'on n'a pas mis dans cette seconde partie, le volet scolaire. Donc effectivement, particulièrement en France, par rapport à d'autres pays européens, il y a quand même un suivi de la partie scolaire, en tous les cas jusqu'au bac. C'est une obligation d'avoir le bac. En revanche, ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises pendant ce reportage, ces interviews, c'est que on aurait tendance, dans les centres de formation, pas tous, mais certains, à pousser les jeunes à passer des bacs professionnels parce que ça leur permet d'avoir plus de temps pour les entraînements et on pousse ces jeunes tout en sachant que ça restera des partenaires d'entraînement, qu'ils ne finiront pas joueurs pro. Et ensuite, un dernier point, par rapport aux études supérieures, une fois que ces jeunes, donc, qui sont en espoir, ont leur bac, difficile, même très difficile, de suivre des études supérieures en plus des entraînements de basket. Ça, Stephen, donc t'en parlais tout à l'heure. Toi, comment ça s'est passé? Parce que quand même, en France, on vous suit quand même sur la partie scolaire. C'est quand même un volet important. Oui, on est suivi. Et là encore, je parle encore de mon vécu à Cholet. On est suivi. Ils m'ont poussé à aller jusqu'au bac. Ce que j'ai fait mon année de terminale. Mais à un moment donné, quand vous êtes sur la bascule entre vous êtes un bon joueur et qu'il y a possibilité de passer professionnel la saison d'après, après le bac, pour moi, à 18, 19 ans, c'est impossible de suivre des études en parallèle, notamment par correspondance. Je parle même pas d'aller à l'école, c'est impossible. Quand vous êtes pro, vous avez entraînement le matin, entraînement l'après-midi, c'est inconcevable d'aller à l'école. Des études par correspondance, le CNED, quand vous avez 18, 19 ans, que votre rêve, c'est de devenir basketteur professionnel, que vous êtes en train de le toucher, parce que vous vous entraînez avec les pros tous les jours, se remettre dans les bouquins le soir que vous rentrez chez vous, ça me paraît compliqué. Plus tard, peut-être, à 26, 27, 28 ans. Mais je crois qu'à un moment donné, quand vous venez devenir pro, il faut faire un choix. Après le bac, soit vous mettez tout de côté et vous donnez tout pour être pro, ou soit vous oui, mais parce que tu étais déjà avec les pros, parce que je pense qu'il y a les 3/4 des gars de ton équipe qui, derrière, sont pas passés pros, qui ne s'entraînaient pas avec les pros, et eux, il vaut mieux quand même... Bah eux, ils ont continué. Ah, vaut mieux qu'ils aient le bac, parce que ceux qui s'entraînent pas avec les pros et qui sont juste avec l'équipe Espoir seulement. Bien sûr. Oui. Et moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Romain Chenot, sur le fait de l'impatience des jeunes qui réclament toujours le temps de jeu et tout ça. Il y a quelque chose de catastrophique chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est leur entourage. Et je parle des agents, parfois même des parents, qui leur rentrent dans le ciboulot pour leur dire « tu dois jouer 15 minutes, t'as le niveau pour jouer 15 minutes en Jeep Elite, si ça marche pas, on ira ailleurs, tu partiras en fac, tu partiras dans un autre pays ». Toxique. Et l'entourage, il est toxique et il est catastrophique pour les jeunes. Tous ceux qui ont été patients, et là je pense à un Théo Malédon, mais qui a un niveau supérieur, l'entourage, il est plutôt carré. Il faut aussi nettoyer les agents et que les agents arrêtent de mettre dans la tête des gamins de 18 ans qui mériteraient d'être dans le 5 de départ à la place d'Aricain et de jouer 20 minutes en Jeep Elite. Ça, c'est valable dans tous les sports. Ouais, mais c'est leur fonds de commerce aux agents aussi, en disant on va essayer, c'est pas rendre service. Pour qu'ils viennent avec moi, je vais lui proposer un truc que les autres ne proposent pas. Parce que c'est contradictoire avec le coach. Le coach, il dit écoute, gamin, t'as 18 ans. Sauf que c'est le boulot d'agent au final. Ça va te prendre 2 ou 3 ans pour jouer, devenir un joueur de Jeep Elite. Tu connais des agents qui sont capables de dire ça, tenir ce discours? Il y en a très peu. Ils sont là, ils sont excellents en général. Comme Bernard Blier dans les Tontons Flingueurs. Ouais, pour toi, jouer une carrière internationale. David, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle règle de la LNB qui, pour inciter les coachs à mettre des jeunes sur le terrain, propose ce bonus financier? Une carotte? Ouais, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Ça doit venir. Si le joueur est fort, il jouera. Enfin, après, on pourra reparler du championnat espoir. Si le coach est motivé, après, on a vu des trucs ridicules. Mais il y avait un moment. En National 1, il y avait une règle. Il y avait un moment, une règle. Il fallait faire jouer un mois de 23. Il faisait l'entre-deux. Après, il repartait. Et après, il repartait. Donc après. Mais le rugby a réussi ça. S'il Le n'y a pas rugby une a vraie réussi volonté. dans le championnat de France à imposer un certain nombre. On appelle ça des GIF, des joueurs formés en France. Et nous aussi, mais c'est pareil. Oui, mais il n'y a aucun coach ici. Non, mais il y a moins de joueurs sur le terrain aussi au basket. Il n'y a que 5 joueurs. Il y a aucun coach. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as un joueur. Oui, mais quand tu as un joueur qui est faible sur le terrain sur ces 5, il impacte beaucoup plus que quand il y a 7, sur les 13, 18 équipes de Jeep Elite, je suis pas sûr qu'il y a un seul coach de Jeep Elite qui se dit, lui, il faut que je le fasse jouer parce que je veux prendre un peu de caillasse pour mon club. Jamais. T'as pas le temps de penser à ça. T'es en train d'essayer de gagner un match et pas en train de te dire, tiens. Si je fais jouer une les JFL qui jouent actuellement sont des bons JFL parce que je ne vois pas une équipe en Jeep Elite jouer uniquement avec 6 étrangers et se maintenir donc il faut des JFL aussi de bon calibre autour.
Alors un dernier point quand même, je vais pas me faire d'amis auprès de la LNB, mais j'ai essayé de travailler avec eux pour apporter des chiffres. Vous allez voir, il y a souvent des chiffres qui proviennent du milieu du foot parce que dans le basket, ça n'existe pas. On est pour le moment, je trouve, complètement à la rue sur la formation, sur les données. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir un registre qui nous permet de savoir ce que sont devenus les joueurs formés en France. On a globalement ce qu'on réussit, mais on ne sait pas ceux qui jouent dans des championnats mineurs, par exemple, que ce soit plutôt à l'étranger. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il faut absolument, je pense, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que la LNB fasse beaucoup plus de boulot là-dessus. Alors, ils font déjà beaucoup. Hein. Il y a ces nouvelles réglementations. Ils ont vraiment conscience et ils ont envie d'améliorer la formation et de la structurer. Mais aujourd'hui, c'est très grave qu'on ne soit pas capable de suivre le parcours. Mais c'est normal. Oui, mais délivrer un message négatif, en quoi ça serait intéressant? Mais c'est normal. En quoi ce serait intéressant de dire, écoutez les gars, allez dans les centres de formation, mais vous avez 85% de pas réussir. Comme au foot, il y a un placement des centres de formation. Mais non, la LNB, c'est le monde pro. À partir du moment où les gamins, ils n'accèdent pas au monde pro et ils retournent chez les amateurs pour pouvoir parler, qu'est-ce qu'ils en ont à cirer? Oui, mais ça permet quand même de connaître le niveau de nos centres et de savoir ce que deviennent les joueurs. Parce que si on parle que de ce qu'on réussit, ça n'a pas de sens. Bien sûr, mais le problème du foot, c'est qu'il y a quand même pas mal de divisions où c'est possible c'est encore professionnel. C'est encore professionnel. La CFA, la nationale. Non, c'est pas professionnel, c'est pas professionnel. Ils sont suffisamment rémunérés pour vivre. Ils sont rémunérés pour vivre. Mais vous êtes fous. Mais pas du tout. En CFA, tu gagnes de En l'argent. CFA, t'es amateur. Oui, mais tu gagnes amateur, mais on parle d'argent. On sait tous ensemble que tu peux gagner ta vie en CFA. On le sait tout. Bref. Oui. Revenons au basket. On va découvrir tout de suite, Pauline, la troisième partie de ton enquête. Celle-ci est consacrée aux solutions que l'on peut envisager pour développer les centres de formation. Là encore, on en débat juste après. La formation à la française fonctionne, mais il reste encore beaucoup à faire. Un thème qui fait débat mais qui passionne les acteurs du basket français. Tour d'horizon de leurs solutions. Imposer aux clubs de faire jouer les jeunes. Certaines équipes jouent le jeu comme Chalon, Cholet, Levallois ou encore Lasvel. D'autres préfèrent miser sur des joueurs plus expérimentés ou des étrangers. Une situation à réglementer. Et je reste persuadé que si la Ligue mettait une règle uniforme et qui imposait à tous les clubs d'avoir l'obligation d'avoir cette place à un jeune, eh bien déjà ça mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité. Étoffer le staff. Actuellement, un entraîneur responsable du sportif salarié à plein temps est obligatoire et un assistant. Si on compare au modèle américain, par exemple, c'est incroyable la différence qui peut exister en termes de nombre de personnes qui fonctionnent autour du centre de formation, des compétences également. Donc je pense que c'est vraiment l'axe principal du développement. Après, comment l'expliquer? Tout simplement, c'est une question de moyens, je pense. C'est-à-dire que, évidemment, ces gens-là, il faut les rémunérer. Plus ils sont compétents, plus il faut les rémunérer à la hauteur de leurs compétences. Et aujourd'hui, ça nécessite un engagement financier assez fort. Et ça, je ne suis pas sûr que tous les clubs aient une volonté suffisamment forte de le faire. Inciter les jeunes joueurs à être prêtés. Si leur temps de jeu est discuté, la LNB a mis en place un système de double licence qui leur permet d'évoluer en national et en professionnel, comme ça a été le cas avec Vincent Poirier. Deuxième possibilité, un prêt classique dans un championnat inférieur. Une pratique qui doit être exploitée au maximum selon Hassan Ndoye, prêté en Pro B à Blois il y a 2 ans. C'était une bonne expérience pour moi, j'ai pu me développer comme je le voulais et je suis très content d'être parti pour revenir au final parce que c'était l'objectif quand même, me prêter pour que je puisse revenir. Donc ouais, et ce qui est dommage c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui jouent en espoir et qui ne se rendent pas compte du niveau qu'il y a en Pro B, même en N1. Donc tu apprends beaucoup plus que rester dans ton petit confort, juste en espoir, jouer 35 minutes, mettre 28 points. C'est pas intéressant parce qu'au final, tu n'es pas dans la vraie confrontation avec des hommes. Réformer le championnat espoir. Selon nos informations, l'LNB aurait déjà réfléchi il y a quelques années à le supprimer totalement, mais de nombreux cadres du basket s'y étaient fortement opposés. Bon, pour le championnat d'espoir, peut-être on peut ajouter un play-off pour mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de concurrence. Le championnat espoir ne sert strictement à rien. Parce que l'équipe espoir est très bonne, l'équipe pro descend, l'équipe espoir n'existe plus. Je veux dire, ça ne rime à rien du tout. En plus, les joueurs sont confrontés à un championnat qui quelquefois, vraiment, honnêtement, rime pas à grand-chose. Je pense qu'on aurait tout intérêt à intégrer ces jeunes du centre de formation dans les championnats nationaux, que ce soit de la N2, que ce soit de la N3, que ce soit de la N1, peu importe, trouvons une solution et qui se trouvent confrontés à des vrais championnats avec des vraies montées, des vraies descentes, quelque chose d'intéressant. Investir sur la formation.
La rentabilité des centres, un casse-tête, car cela nécessite d'investir pour possiblement gagner de l'argent à moyen ou à long terme, un risque que les clubs n'ont pas toujours les moyens de prendre. Il est normal que, quelque part, on hésite à investir sur la formation. On se dit à quoi ça sert. Le domaine du foot est un milieu économique qui fonctionne parce qu'il y a un outil de formation qui est performant et qui, à un moment donné, rapporte aux fédérations, rapporte aux clubs. Si je prends l'exemple de Rudy, il a été recruté par Utah Jazz. Bon, ils ont fait un choix, ils ont fait un pari. Voilà. Nous avions fait un pari quelques années plus tôt. Ils ont fait ce pari. Ils ont fait des choix, ils ont fait partir des joueurs pour laisser la place à Rudy. Ils ont développé une stratégie. Ils ont fait un investissement qu'ils ont réinvesti. À l'instar de la formation lyonnaise de football, l'une des plus réputées au monde, sur les 3 dernières saisons, la somme récoltée grâce au transfert de joueurs formés localement représente les 3/4 du total. Les prix des ventes sont totalement différents dans le basket. Pour exemple, Cholet a gagné 445 000 € lors de la draft de Rudy Gobert en 2013. Depuis, le joueur a signé un contrat de 22,7 millions d'euros pour la saison. Mais la politique de formation est très similaire. La LNB nous a annoncé vouloir créer un classement des centres de formation, rendre obligatoire un 2e assistant sur l'équipe espoir ou encore un directeur de centre à temps plein. En France, en dehors des centres de formation, il existe aussi le centre fédéral à l'INSEP, qui a notamment formé Boris Diaw ou encore Evan Fournier. Mais un nouvel acteur s'invite, Tony Parker, qui pourrait prendre une place importante dans la formation. Voilà la toute dernière partie de ce dossier. Alors, vous l'avez vu, plusieurs solutions sont apportées. D'abord, David, je sais que tu as un avis plutôt tranché sur la réforme du championnat espoir. Ah oui. Ça fait des années que j'ai ça en tête et merci de me donner l'occasion de m'exprimer ce soir. Ça fait des années que je pense que le championnat espoir ne sert à rien dans sa forme. Donc tu es d'accord avec Jean Denis actuelle. Je suis complètement d'accord avec Jean Deschoulet. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc déjà, ça coûte 200 000 € à l'année. C'est fait à 80 ou 90% pour former des joueurs qui ne seront pas pros, qui seront amateurs, qui vont être en 3e, 4e, 5e division. Pourquoi? Parce que les joueurs très talentueux, très tôt... Ça, c'est pas le plus gros souci. Au foot aussi, c'est pareil. Tous les centres de formation, il n'y a pas tout le monde qui devient pro. Moi, je m'occupe que du basket. Oui. Alors après, on va proposer des solutions. L'avantage du foot, c'est que tu peux vendre un joueur après pour récupérer l'argent. Les joueurs très très forts, très jeunes, très talentueux, ils sont pas avec le championnat espoir puisqu'ils sont à 16, 17, 18 ans avec les pros. Les joueurs qui sont un peu en dessous, soit ils ont déjà le bout du banc et ils s'entraînent avec les pros et ils gagnent petit à petit des minutes, soit ils descendent en Pro B pour être dans une plus petite équipe ou même une petite équipe de Jeep Elite et ils arrivent à gagner du temps de jeu. Il y a eu des Louis Labéry, des Maxime Ross, plein d'autres. Il y en a même qui descendent jusqu'en National 1 pour se faire les dents face à des vrais gaillards. On pense à Cédric Ferchaud qui est international, à Steve Chicambou qui est international, etc. Et au final, c'est quoi quand on considère que le championnat espoir pouvait jouer à 20 ans au championnat espoir? Eh ben, à 20 ans, si vous n'êtes pas avec les pros, vous resterez amateur toute votre vie. Et donc, vous faites fonctionner quelque chose qui ne sert à rien parce que 80 ou 90% des mecs qui jouent encore à 20 ans, ils seront pas pros. Ils seront dans les amateurs. Et donc, pour terminer, Stephen, et je pense que tu seras peut-être d'accord avec ça, ça ne marchera que si ils jouent en National 1, National 2, National 3. J'en conviens que c'est très très compliqué de mettre ça en place. Mais c'est la seule solution. Ils peuvent pas jouer entre eux, ça sert à rien. Le vrai souci, c'est le niveau de ce championnat espoir. Pour revenir sur ma personne, à l'époque, on battait les équipes de National 1. Alors le championnat National 1 a évolué, mais aujourd'hui, le championnat espoir, je vois pas une équipe capable de taper une équipe nationale 1 et encore moins une équipe nationale 2. Le championnat espoir, pour reprendre des mots de ce grand Vincent Moscato, il vaut pas un pichet de cidre. Le niveau est catastrophique. Donc il faut aussi changer ça. Et puis il y a même pas cette culture de la gagne que vous apprenez quand vous êtes professionnel. Chaque match compte. Là, championnat espoir, tu perds, bon, t'as perdu. Ouais, mais c'est ce qu'on reproche déjà à l'INSEP, qui joue contre des adultes et qui progressent quand même de match après match. Mais finalement, ils ont pas cette culture de la gagne. Ah non, ils ont pas cette culture de la gagne. Ils perdent tout le temps, ils perdent tous les matchs. Mais après, et tous les jours, il faut tous les matchs sont confrontés à des hommes, et je pense qu'on apprend plus, effectivement. Et après, pour le volet financier, je crois qu'il faut absolument revenir là-dessus et trouver une solution pour copier. Alors, le foot n'est pas bon à copier, mais ce que fait le foot est très bien. Par exemple, un Rudy Gobert, quand il est drafté, Cholet prend 500 000 €.
quand il signe son nouveau contrat de 25 millions par saison, au foot, quand il y a les transferts, les clubs formateurs, ils récupèrent. Au basket, ça n'existe pas. Vous prenez 500 000 une fois pour la draft. Après, Rudy Gobert, il est sur son contrat rookie. Quand il est exceptionnel, il re-signe un contrat exceptionnel. Sur les baskets, 0 peanuts. Oui, mais alors, et ça, il faut corriger ça. Oui, mais on retombe sur le même problème. Le même problème de la NBA, la FIBA et la FIFA. Et la FIFA contrôle tout. C'est pas, c'est complètement utopique d'imaginer qu'on peut avoir un arrangement avec la NBA par rapport à ça. C'est forcément possible. Tu peux il faut trouver une table avec la NBA et la à l'instant T. C'est utopique. Il faut s'asseoir autour d'une table et négocier âprement. Mais il faut changer le championnat. Une précision. Lorsqu'effectivement Cholet gagne ses 500 000 euros lors de la draft de Gobert, il faut savoir quand même que les 500 000 euros, généralement, sont injectés sur le club pro et rarement sur la formation aussi. Ils partagent. Ils partagent, je pense. Pour faire vivre le centre de formation, tu es obligé de récupérer un petit peu d'argent. Tu vois les budgets, c'est des petits budgets quand même. Hein. Oui, on voit que la moyenne, c'est 400 000 euros, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Je veux dire que moi, dépenser 200 000 euros par an pour prier d'avoir un joueur suffisamment talentueux pour ponctuellement toucher un petit billet, pour derrière enfiler plein en National 2, où moi, derrière, j'aurai aucun retour sur investissement, je ne comprends pas l'équation. Mais justement, David... Le CSP Limoges est en plein dans ce modèle-là, en prenant ses coups d'Oubouya. Ils le font jouer pour espérer récupérer 600 000 euros. Et il joue avec les espoirs, Sekou Doumbouya ? Non, il joue pas avec les espoirs. Mais c'est la politique. Oui, mais c'est la politique du CSP Limoges. Non, la politique du CSP Limoges, c'est prendre des joueurs que tu peux revendre. Pareil. Avec Kylian Hayes, c'est pareil. Ils en ont sorti plein. Ils ont sorti des dizaines. Ils sont en professionnel. C'est pas des joueurs qui évoluent au niveau des espoirs. Tu n'entends pas ce qu'on te dit. Ce sont des joueurs qui sont déjà avec les pros. On parle pas de joueurs qui sont dans le championnat espoir, qui ne font que du championnat espoir à 20 ans. Il est passé cadet espoir. Alors tu sais quoi, je vais te dire, moi. Rudy Gobert, il est passé cadet, il jouait dimanche matin avec l'équipe 2 des seniors. Je vais te dire, nous, on est passionnés de basket, on est d'accord, on va voir tous les matchs. Moi, des matchs espoirs, je vais jamais en voir un seul. Par contre, si jamais j'ai un intérêt, je préfère aller voir des cadets pour dire c'est qui le gamin de 16 ans où je sais qu'il va avoir un très gros avenir. La finale de la Coupe de France cadet à Bercy, je vais aller la voir. Un match espoir, non, c'est pas pour voir des joueurs que je sais qu'ils ne seront pas pros. Merci beaucoup Pauline Pioche pour cette enquête. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venue la défendre, la présenter dans Buzzer, cette enquête en 3 parties. On remercie également Pierre-Henri Cachera, Nicolas Potier et Guillaume Poisson qui ont participé à la réalisation de ce dossier.